Nous allons maintenant rencontrer Joanne Dubé et son conjoint Carole Abud, qui sont amis des chats et qui ont initié une pétition pour la ville d'Amqui à propos des animaux errants. Madame Dubé, on est ici pour parler de la pétition que vous avez lancée. Dites-moi, c'était quoi l'événement déclencheur qui a fait en sorte que vous vouliez lancer une pétition sur les animaux errants à Amqui? Bon, regardez, c'est que cet été, j'ai trouvé un chat errant dans ma cour. Il était caché dans mes sorboreas, ça faisait 3 jours. Un petit chat à peu près de 10 mois. Et puis, je savais pas quoi faire. Alors, j'ai appelé la ville pour leur dire que j'avais un chat dans ma cour. Alors, M. Caron m'a répondu que la ville ne faisait absolument rien. Alors, j'ai été sidérée de la réponse. Et puis, bon, OK, fait que je suis partie chez le vétérinaire. Et étant donné que j'ai déjà moi-même 6 chats et un chien, puis c'est des chats que j'ai ramassés. Alors, je l'ai amené chez le vétérinaire, c'est cruel à dire, mais mon objectif, c'était de le faire euthanasier, parce que les gens que je connais en ont tous. Et j'ai dit, bon, ben, je vais le faire euthanasier. Et j'ai eu la chance, cette journée-là, de rencontrer quelqu'un chez le vétérinaire qui l'a adopté. Et puis, je vais vous dire, je l'ai vu parce que la dame l'a ramené chez le vétérinaire. Il y avait eu un petit accident. Elle l'a ramené pour le faire soigner. Et il a doublé de volume, et puis elle adore son chat. Fait que, mais ça a été l'élément déclencheur. Donc, en quoi consiste la pétition? La pétition, c'est qu'en fin de compte, c'est que, on voulait sensibiliser les gens qui avaient un problème. Deuxièmement, on voulait sensibiliser la ville qui a aussi un problème puis qu'il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est de s'asseoir un moment donné puis en discuter. Les gens qui ont signé la pétition, beaucoup sont conscients du problème. Et moi, je me dis que la ville, c'est important qu'elle fasse quelque chose. Mais ce quelque chose-là, ça peut être s'associer à un refuge qui est déjà existant. Parce que il y a des gens qui vont dire on va partir à un refuge, mais ça se passe pas comme ça, un refuge. Il faut faire quelque chose. L'hiver arrive. Alors, il faut dire à la ville, allez-y, bougez. C'est ça en quoi ça consiste, la pétition. Et qu'est-ce que vous attendez de la ville exactement? Qui s'assoit avec vous, qui regarde des solutions, qui s'engage immédiatement? Ce que j'aimerais, ou pas juste moi, parce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui voient la souffrance, c'est que la ville fasse des démarches avec un autre refuge. J'aimerais qu'ils forment un comité pour essayer de résoudre le problème. C'est, disons, la priorité là, pour la ville en ce moment. Mais après, quand le comité va être formé, parce que c'est important de former un comité, mais le comité, vous savez, ça doit être des gens qui aiment les animaux. Ça doit être des gens qui veulent faire quelque chose, veulent changer les choses. Ça doit être des gens d'action. Parce que s'asseoir à une table puis parler, ça change rien. Il faut s'asseoir, parler et agir. Mais pas agir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous savez, c'est la vie. Un animal, c'est la vie. Si on parle de vie, on parle de souffrance. Et c'est ce que je demande, c'est que c'est pas compliqué. Donc, la problématique qu'il y a avec les animaux errants, c'est pas juste ici que ça se passe. Non, regardez, au Québec, on a 1,700 000 chats errants.
On a 500 000 euthanasies par année. Et on est considéré comme la province qui a un record de maltraitance pour les animaux au Canada. C'est sûr que on a le même problème dans la vallée, là. On parle du Québec, mais on a le problème dans la vallée. On a le problème en Gaspésie. On l'a partout, le problème. Mais il faut commencer par nous. Il faut trouver une solution au problème. Et je vais juste faire un petit aparté. Je regardais en Italie. C'est le pays qui est le plus respectueux des chats. En Italie, ils ont eu un problème dans les années 1700. Ils ont eu la peste. Et semblerait-il, selon les Italiens, que c'est les chats qui leur ont sauvé la vie. Et de là, les Italiens protègent leurs chats. Ils ont des chats errants. Et la ville nomme ce qu'ils appellent des gattares. Gatto, qui est un chat. Des gattares, c'est des gens qui s'occupent des chats qui sont libres. On va parler de Rome, supposons. Mais toutes les villes en Italie. Et ces femmes-là vont nourrir les chats, vont les prendre et les soigner. Et les chats sont stérilisés. Alors, c'est le gouvernement qui nomme ces femmes-là pour s'occuper de la population. C'est un pays qui serait à prendre en exemple. Il y en a probablement d'autres, mais celui-là est sorti un petit peu de l'ordinaire. Bon, je vais revenir à nous, notre problématique. Moi, ça fait des années que j'entends parler des chats errants, que j'ai de la famille à cause de psychal, des gens que je connais à Sébec. Et puis, ils trouvent des petits chats, des bébés chats qui sont abandonnés. Des chats qui sont même pas en sevrage. Alors, les chats sont jetés à la rue, sont jetés dans le bois, sont déposés dans des boîtes avec les mères. Ils sont déposés soit devant des fermes, sont déposés dans des cours. Et cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais à chaque fois que j'arrive chez le vétérinaire, il y a quelqu'un qui arrive avec un chat errant. Je suis en train de payer ma facture et il y a un téléphone, quelqu'un qui vient de trouver une chatte avec des chats. J'arrive à l'animalerie, une madame qui arrive avec un paquet de chatons puis qu'elle ne sait pas quoi faire avec. Et une dame qui arrive aussi chez le vétérinaire, elle a un petit bébé chat, elle l'a trouvé inconscient. Vous savez qu'il a fait très chaud cet été, hein? Oh. Inconscient, sur le bord du chemin. Puis là, elle a fini par le mettre, le réanimer avec de l'eau. Puis il était assoiffé, il n'avait pas bu, il était déshydraté. Elle l'a amené chez le vétérinaire. Elle a décidé de le garder. Et puis, mon neveu, la même chose. Et hier, je parlais à une dame sa sœur a trouvé un bébé chat qu'elle a dû nourrir à la seringue, qui était lui aussi déshydraté, qui était à demi-mort sous sa galerie. C'est des histoires comme ça, je pourrais dire, à tous les années. Puis il faut savoir qu'une chatte met bas 3 fois par année. Elle peut avoir entre 3, 6, 8 chats. C'est terrible, là. Ça en prend des familles, là. Ça prend des familles, mais ce que ça prend, c'est que les gens, faut qu'ils fassent stériliser leurs animaux. C'est la solution, la stérilisation. On s'en sortira jamais. Puis vous savez qu'il y a des gens, écoutez, ils prennent un chat, ils se rendent compte que c'est une chatte. Et puis la chatte est enceinte. Alors ils la prennent, ils vont la jeter dans un autre village. Parce qu'un chat, ça ne se perd pas, à moins d'être un bébé chat, là. Ils vont l'acheter dans un autre village. Ils vont reprendre un chat parce qu'ils se sont trompés, ils ont pris une chatte.
Ils veulent pas la stériliser, c'est des coûts. Puis, il y a d'autres histoires d'horreur. Il y a certainement le vétérinaire qui pourrait vous en raconter. Mais, tu sais, ces animaux-là, c'est des êtres vivants, puis ils ne méritent pas la souffrance. Puis ce qu'on crée, c'est en les stérilisant pas, on crée des souffrances. Dernièrement, j'étais chez le vétérinaire et la technicienne me racontait qu'une jeune fille qui a pris un appartement, mais quand elle a ouvert la porte, la dame avait laissé 4 bébés chats dans l'appartement. Fait que ça devient... je trouve les gens tellement irresponsables. Je les trouve cruels. Les humains sont cruels avec les humains, je le sais. Mais ils sont cruels aussi avec les animaux. On ne pourra jamais empêcher la cruauté. Mais je pense qu'il faut essayer de faire réaliser aux gens que nous, notre problématique, c'est les animaux. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais il y a des gens qui meurent en Syrie. Il y a des gens qui crèvent de faim à cause de la guerre. » Oui, c'est vrai. Mais je ne peux pas y faire grand-chose, moi. Je suis ici à Amkoui. Par contre, si mon voisin a une problématique, je vais être là pour l'aider. Ici, notre problématique, on n'a pas de guerre. Des gens qui crèvent de faim, on n'en a pas. S'il y en a qui ont de la difficulté, ils ont des organismes. Ils peuvent parler. Mais les animaux vont toujours passer en dernier. Et puis des fois, on va les oublier. Nos municipalités, ils les oublient. Et c'est important de faire comprendre aux gens qu'il faut s'en occuper. Et de quelle façon la ville d'Amkoui pourrait s'investir? De quelle façon ils peuvent changer les choses? Bon, OK. Je crois qu'il y a à promouvoir la stérilisation. C'est la base. Faire des coûts accessibles à la stérilisation. Faire des programmes avec les vétérinaires. Faire de la publicité. Journaux, radio, télévision. Faire des affiches sur la stérilisation. En mettre partout. Vous savez, une affiche, juste à la voir, et à la voir, et à la voir, ce qu'on appelle un message subliminal. Un jour, cette affiche-là va certainement convaincre 1, 2, 3 personnes de stériliser leurs animaux. Ce que la ville peut faire, c'est financièrement aider les gens aussi à faible revenu à stériliser leurs animaux. Faire des réglementations. Mais c'est beau faire des réglementations. Il y en a plein de réglementations. Mais il faut les appliquer. Souvent, on ne les applique pas. Faire une table de concertation, comme je disais au début, avec des gens qui veulent, des gens de la ville et la population. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de 20 personnes, mais peut-être 7-8 personnes qui veulent vraiment s'impliquer avec des gens de la ville. Et on fait que la ville d'Amkoui, on puisse arriver à que tous nos animaux soient stérilisés, ou presque. Il y a aussi... mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on... Regardez, l'éducation. Ce qui serait intéressant, c'est que la commission scolaire embarque dans le programme. À partir de la maternelle, on parle des animaux, on parle de la stérilisation, on parle des besoins des animaux, de la souffrance des animaux. On commence tout petit, on monte, on s'en va à polyvalente. Et c'est d'en parler, d'en parler, d'en parler. Et si on fait ça, ou après 20 ans, ces gens-là qui vont sortir de l'école vont être sensibilisés. C'est sûr que ça se fera pas demain matin, mais on va former une génération de gens qui vont se préoccuper des animaux. Ça commence au niveau de l'éducation. Dans un programme de français,
On peut en faire. Une semaine où on met des affiches dans les écoles, on en parle. On fait venir des vétérinaires. On fait ça tous les années. On fait venir des spécialistes sur les animaux. Et puis, ça aiderait énormément. Qu'est-ce que la ville peut faire? Exemple, si on s'assoit avec les vétérinaires, exemple, on prend l'été, il y a des vétérinaires qui sont en stage à Saint-Hyacinthe. On peut utiliser ces gens-là en passant par les cliniques vétérinaires et faire une stérilisation de masse. OK, pour la vallée de la Matapédia. On va chercher ces vétérinaires-là et avec l'accord de nos vétérinaires. Imaginez comment ça serait beau, quelqu'un nous passe des locaux libres et on stérilise à moindre coût. Et puis même la ville pourrait faire des stérilisations gratuites pendant une semaine de temps. On va chercher les animaux errants, on les attrape. Mais moi, j'ai des rêves, je veux faire des choses, mais je peux pas faire toute seule. Puis dites-vous que moi, je vous dis ça, mais il y a plein de gens qui pensent comme moi. Ben, il y en a eu beaucoup de signatures pour la pétition. J'ai dépassé mon objectif. C'est que la signature a été à peu près 5 jours, plus ou moins. Et mon objectif était de 1500 noms. Je suis rendue à 1601 noms, je crois, mais je devais la déposer vendredi dernier. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit « J'aimerais tellement prendre ta pétition et l'amener dans mon milieu de travail. » Alors, j'ai retardé, je vais aller la porter vendredi parce que cette personne-là m'en a fait la demande et je ne pouvais pas dire non. Et en plus, ce que j'ai su, c'est que des gens j'avais retiré la pétition et il y a des gens qui allaient de cause fiscale et d'ailleurs, parce que moi, je l'ai juste déposée à Amqui. Et il y a des gens d'ailleurs qui disaient, mais où est la pétition? On veut la signer. Et les gens disaient, ben elle est partie, la pétition. Alors là, elle est chez le vétérinaire jusqu'à jeudi. Alors, s'il y a des gens qui veulent aller la signer, je l'ai remis là. Et il y a une chose la pétition a été déposée dans quelques endroits, des gens qui ont accepté. Puis, il y a eu les 2 toiletteuses, le salon Karine et le salon 4 pattes. Métro, Rona, la coopérative, le dépanneur du Haut, l'épicerie du centre sportif, qui était anciennement dépanneur Levasseur, la clinique vétérinaire. Mais j'ai eu un coup de cœur. Tout le monde a participé, puis ça a été extraordinaire, mais j'ai eu un coup de cœur. Métro. Où les caissières se sont impliquées. C'est incroyable. Je pensais jamais. Parce qu'il faut penser que c'est une grosse boîte. Et les grosses boîtes, habituellement, vont mettre ça là. Puis ils vont dire, bon, OK, pas de problème. Mais eux, ils ont embarqué. Écoutez, ça a été au-delà de mes espérances. J'en parle et j'en suis touchée. Alors, mon coup de cœur va à Métro. Et j'ai un coup de cœur aussi au Salon Karine qui, elle, m'a dit, je vais mettre ça sur mon Facebook. Et on a eu 176 signatures dans son Facebook. Fait que, mais je remercie tout le monde, là. Mais bon. C'est beau l'implication, mais là, c'est ça, avec ces signatures-là, ça prouve vraiment qu'il y a une problématique qu'il faut régler. Puis, il y a déjà un refuge qui existe, puis vous pensez que peut-être que la Ville pourrait travailler avec ce refuge-là. En attendant, si la Ville ou la MRC décide de faire quelque chose, mais en attendant, faut agir maintenant. Et je crois que la Ville pourrait s'associer déjà à un refuge existant. Le refuge de Saint-Anaclet. Oui, le refuge de Saint-Anaclet qui est existant et ils sont sur leur 6e année actuellement. L'hiver s'en vient. Il y a des animaux qui sont déjà errants.
La solution, ça serait quoi? D'ouvrir nos portes, d'accueillir ces petits chats-là, de faire un refuge, parce que faire un refuge, c'est beaucoup de réglementation, c'est difficile. C'est quoi la solution? Je vais répondre à votre première partie de question. Il y a des gens actuellement qui ont appelé chez le vétérinaire. J'étais là, écoutez. Et ils disent, j'ai un chat à ma porte, ça m'appartient pas. Il veut rentrer. Oui, c'est l'hiver, c'est sûr. C'est un chat que je dis qui a été garroché. Moi, ce que je demande aux gens, c'est d'ouvrir leur cœur puis d'ouvrir leur porte. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que l'hiver pour un animal. C'est les engelures, les pattes, les oreilles. Les oreilles peuvent même tomber. Ils peuvent perdre un membre. Vous savez qu'on a des moins 30 ici avec facteur vent. Ça peut monter jusqu'à moins 35. Quand je parlais de l'Italie, il fait beau en Italie. Mais ici, c'est pas la même chose, là. On a l'hiver. Les femelles qui sont gestantes en plein hiver meurent. Les bébés meurent. Ils peuvent pas boire. Un chat doit boire. Comment vous voulez qu'un chat errant puisse aller boire? Un chat errant ne peut pas se nourrir l'hiver, ou presque pas. Alors, qu'est-ce qu'ils se font? Ils se recroquillent dans un coin, en dessous d'un garage, et ils essaient de se réchauffer. Mais si tu manges pas, tu gèles. Et si tu gèles, tu peux pas aller te nourrir. Puis la nourriture est très rare l'hiver. Alors, c'est une grande souffrance pour nos animaux l'hiver. Je sais que les gens vont dire « Oui, mais je recueille, c'est une chatte, il faut l'opérer. » Bien, regardez, allez dans votre famille, passez le chapeau, puis dites « Écoutez, ramassez les sous, puis essayez de la faire stériliser. » Je sais que ça peut être difficile des fois, mais dans la vie, je me dis, il faut faire des sacrifices. Et si on aime les animaux, on peut faire ces sacrifices-là. Et puis, en attendant qu'ils ouvrent quelque chose ou en attendant que la ville se décide à s'associer à un refuge, faites-les rentrer. Parce que faire un refuge, ça demande beaucoup de réglementation. Oui, votre deuxième question. Faire un refuge, ça se fait pas comme ça. Il y a des gens qui vont dire « Oh, je pars un refuge. » Ça prend un local adéquat. Ça prend des pièces, parce qu'on ne met pas tout le monde dans la même pièce. Il faut que les animaux soient vus par le vétérinaire. On a une partie quarantaine où les animaux doivent être vaccinés, soignés. On ne peut pas les mélanger avec les autres animaux. On a une partie chatterie, on ne peut pas mélanger les mamans gestantes puis les bébés. Puis les jeunes chats, on ne peut pas les mélanger avec les chats matures. Alors, on a des sections. Il y a des chats qui sont contaminés, qu'on doit soigner, qu'on ne doit pas non plus intégrer avec les autres. On doit les guérir totalement. Il faut tout que nos animaux passent chez le vétérinaire. Il faut que ce soit chauffé l'hiver. L'été, ça prend de la climatisation. Ça prend énormément d'argent. Ça prend des commanditaires. Et chercher des commanditaires, c'est pas facile. Les gens donnent pas beaucoup. Et vous allez dans des compagnies de nourriture pour animaux. C'est difficile. Il faut payer, là encore. Ils donnent rien. Personne ne donne rien. Ils font beaucoup d'argent sur le dos des animaux. Mais quand ça arrive au refuge, ils donnent rien. Ça prend des bénévoles. Parce qu'il faut nettoyer tout ça. Oh mon Dieu, si vous saviez comment le travail est phénoménal dans un refuge. Et ça prend des bénévoles, ça prend des employés. Mais des employés, on ne peut pas en avoir beaucoup. Si c'est une personne qui décide de partir en refuge, ça prend trop d'argent. On peut avoir un employé à temps plein, mais on ne peut pas en avoir 10. Alors, souvent, les bénévoles arrivent. OK, le refuge ouvre. Ah, là, on a des bénévoles. Et tout d'un coup, de 50 bénévoles, on tombe à 25. De 25, on tombe à 10. Et puis, tout d'un coup, il n'y en a plus. La personne qui est là commence le matin à 8 heures et sort de là à 6 heures du soir. Il y a tous les cages à nettoyer, il y a les soins à donner, parce que c'est pas la personne qui nettoie, c'est pas elle qui va faire les soins. Il y a les animaux à sortir, à les amener chez le vétérinaire pour faire les visites, les stérilisations. Ces gens-là sont toujours à se promener.
L'idéal, c'est d'avoir un refuge où les vétérinaires vont. Et il y a même des refuges qui ont leur propre vétérinaire. Mais écoutez, on ne parle pas de la vallée de la Matapédia, là, hein? Mais ça, c'est une volonté. Mais on peut faire des choses, oui. Ça ne coûte pas une fortune d'engager un vétérinaire. Alors, vous avez un rêve. Oui. Pouvez-vous me le partager en terminant? Moi, ce que j'aimerais... Bien, j'en ai 2 rêves. J'aimerais créer un fonds stérilisation pour les animaux. Alors que la ville participe, que le fonds participe, que le vétérinaire participe, que le public participe, puis que nos commerces participent. Puis ce fonds-là, c'est des sous qu'on ramasserait, qu'on placerait et qu'on ferait une réduction avec la ville. Puis mon deuxième rêve, c'est que j'aimerais qu'un jour, la vallée de la Matapédia, la MRC, on soit pointé du doigt pour l'exemple qu'on fait. Pour la stérilisation, pour l'impact qu'on a fait sur les gens, qu'on ait zéro abandon, qu'on ait zéro euthanasie, qu'on ait zéro... que tous nos animaux soient stérilisés. Ça serait mon rêve, que les gens, les caméramans, de Radio-Canada, de TVA arrivent ici et puis disent « Qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans la vallée de la Matapédia? » On est toujours les derniers, on est toujours à la remorque des autres, on regarde toujours. Mais pourquoi ça serait pas nous? C'est une fierté. Ça serait notre fierté. Au lieu de ici, ça serait le lieu où l'on s'amuse, ça serait le lieu où l'on respecte les animaux. Merci beaucoup. Monsieur Abud, vous êtes très concerné, vous aussi, par la situation, évidemment. Il y a une nouvelle législation sur les animaux. Oui, sur la santé et le bien-être animal que le Québec a adopté en la fin 2015, début 2016, concernant la situation des animaux domestiques. C'est que le Québec avait vu, le ministre Paradis à l'époque avait vu, lui, qui avait un laisser-aller généralisé au Québec concernant les animaux domestiques, et aussi il y avait la problématique de Montréal et des grandes villes. Et il y avait des villes à travers le Québec qui avaient des législations sur des réglementations plutôt sur la propriété d'animaux domestiques. Maintenant, c'était des règlements, comme à Amcou, on a un règlement sur les animaux domestiques. Sauf que le règlement, je pense qu'il y a 10 lignes, je pense. C'est une question de permission d'avoir des animaux domestiques. Et aussi, il y a puis aussi l'obligation de payer une médaille pour les animaux domestiques. Maintenant, c'est beau avoir des réglementations, mais il faut faut être capable de les appliquer, les règlements. Maintenant, avec l'évolution des sociétés, il y a de plus en plus d'animaux domestiques. Les gens vont dans les animaleries pour avoir un animal parce qu'un petit chaton ou un petit chiot, c'est bien beau quand c'est petit. Et on prend ça comme un jouet. Mais un animal, ce n'est pas un jouet, justement. Et c'est ça la loi québécoise a amené, c'est que l'animal n'est plus un objet. Parce qu'avant, objectivement, légalement, un animal, c'est un objet. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un objet, c'est un être doué de sensibilité que la loi dit. Donc, il y a des obligations à chaque propriétaire d'animaux de respecter la loi québécoise. Les municipalités peuvent, elles plutôt, faire des règlements en relation avec la loi québécoise de façon à ce que les propriétaires d'animaux respectent des règles. Ces règles-là, c'est quoi? D'abord, pas l'euthanasie, mais la stérilisation des animaux. C'est qu'il y a des villes au Québec qui obligent les propriétaires à stériliser leurs animaux domestiques. L'obligation, avant, on disait, mais non, c'est libre à tout le monde. Non. Maintenant, il y a des municipalités qui obligent. Parce que le phénomène de non-stérilisation, c'est que si vous partez de d'année zéro avec un chat, un mâle et une femelle, on peut arriver au bout de 4 ans après 20 000 bêtes. Et ça à partir des 2 premiers 0-4 ans. Fait que il y a un problème. Maintenant, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique dans chaque municipalité. Aujourd'hui, les municipalités sont regroupées. Beaucoup de municipalités sont regroupées. Il y a ce qu'on appelle les MRC. Les MRC, comme ici, la MRC de la Matapédia, on pourrait
on pourrait, je pense, avoir un règlement qui est applicable sur toutes les municipalités de la région. Chaque municipalité peut avoir son règlement et la MRC peut avoir aussi son règlement adapté à chacune des municipalités. Maintenant, ça, il faut que le monde politique municipal se mobilise et puis fait en sorte de faire respecter une réglementation. Comme par exemple, sur les fermes, chez les agriculteurs, est-ce qu'il y a une loi qui existe présentement pour la stérilisation des chats, par exemple? Il n'y a aucune loi qui prévoit la stérilisation des chats chez les agriculteurs, parce que la loi le prévoit. La loi fait des exceptions, sauf que si on donne un animal, si on vend un animal dans les animaleries, il faut s'assurer que l'animal soit stérilisé. Certaines réglementations, la loi québécoise ne prévoit pas ça encore, mais les règlements de municipalité prévoient ça. Maintenant, les animaux qui sont sur les fermes ne sont pas couverts par la stérilisation réglementaire du gouvernement actuellement. Sauf que ça serait bon que si il y a des animaux domestiques sur les fermes, puis tout le monde sait qu'il y en a, puis tout le monde sait que ça prolifère sur les fermes, on devrait obliger la stérilisation. Maintenant, qui va appliquer cette loi-là? Qui va appliquer le règlement? C'est le MAPAC, le grand policier du respect des lois sur le bien-être animal. Le MAPAC ne va agir que sur des plaintes. C'est rare que les voisins vont faire une plainte. Mais dans les municipalités, il y a des inspecteurs municipaux qu'on appelle. L'inspecteur municipal, lorsqu'il est avisé par un citoyen qu'il y a une nuisance par rapport aux animaux domestiques, par rapport aux chiens, par rapport aux lapins, par rapport, par exemple, aux chats, doit inspecter. Quand il y a une plainte, il faut aller inspecter. Il faut aller voir, enquêter, savoir si vraiment il y a quelque chose. Et là, on doit envoyer des sanctions, on doit faire quelque chose, on doit faire appliquer le règlement. Sauf que, même si on a le règlement, si on se ferme les yeux, il n'y aura rien qui va agir, rien qui va bouger. Personnellement, moi ici, je demeure dans un secteur de Amqui, le Lanse-Saint-Jean. À mon sens, c'est un des plus beaux secteurs d'Amqui. J'ai fait des plaintes au niveau de la municipalité de la ville d'Amqui depuis 2015, parce qu'on voit que la prolifération des chats, ça va en augmentant. Toutes les années, depuis 2015, j'envoie des lettres. Et ces lettres-là, c'est au mois d'octobre puis au mois de mars que j'envoie. Je fais les deux, puis je parle du problème des animaux errants. Il n'y a absolument rien qui se fait. J'ai appris dernièrement que la ville d'Amqui avait eu la visite du MAPAC. Et le MAPAC a fermé le système de ramassage, de cueillette des animaux parce que, apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais on ne me l'a pas dit, mais c'est que M. Caron de la MRC m'avait dit dans une réunion que j'avais eue que le MAPAC leur avait dit qu'il n'était pas conforme puis il avait fermé. Maintenant, ça ne veut pas dire que si le MAPAC nous ferme, qu'on ne peut pas, en tant que municipalité, faire un endroit pour recueillir les animaux conformément au règlement du MAPAC, et puis après ça, s'arrimer avec un refuge existant déjà ou prévoyant dans le futur la création d'un refuge dans la région. Maintenant, ça, je pense que ça peut se faire en collaboration avec toutes les municipalités de la région et la MRC. Et il y a des habitudes, des fois, qui se prennent, comme par exemple laisser un animal quand on déménage dans l'appartement. Ça, c'est illégal. C'est illégal, complètement ça va à l'encontre de la loi sur le bien-être des animaux. À ce moment-là, le propriétaire du logement qui s'aperçoit que l'ancien locataire a laissé des animaux dans son logement peut faire une plainte au MAPAC contre cette personne-là, et le MAPAC va agir. Maintenant, c'est criminel. Vous savez, il y a aussi de la souffrance. Puis au code criminel, on défend de faire souffrir les animaux. Vous savez, il y a 2 lois qui s'appliquent, puis il y a 2 lois qui pourraient être applicables. Mais encore faut-il que les gens dénoncent cette situation-là. S'il n'y a pas de dénonciation, il n'y aura pas d'action.
Il faut qu'il y ait des plaintes de portée. Et puis ça, il faut savoir. Puis ça, il faut que les gens le sachent. Lorsque je fais une plainte au MAPAC, elle est confidentielle. Elle est confidentielle. Même à la police, la plainte va être confidentielle, à moins qu'on se rende devant les tribunaux si jamais il y a une poursuite. Alors là, la personne qui va faire la plainte pourrait être appelée à témoigner. Je dis bien pourrait être parce que des fois, on peut faire une plainte sans qu'on soit appelé à témoigner. Maintenant, ça, c'est sûr que les gens ont toujours peur d'aller témoigner, d'aller dans le tribunal. Mais c'est un devoir social, c'est un devoir civique. Puis comme les municipalités, on parle toujours du devoir civique des citoyens, mais les municipalités ont un devoir civique et une obligation morale. Parce que le premier citoyen corporatif dans une ville, c'est qui? C'est la ville, c'est la cité. La cité a droit, a le pouvoir de faire tous les règlements qu'elle veut. Puis elle a aussi le pouvoir de ne pas en faire du tout. Vous savez, la ville d'Amqui, ou les villes du Québec, ont le pouvoir de faire des règlements d'ouverture de chemins d'hiver. Toutes les villes au Québec pourraient aussi avoir un règlement qu'on n'ouvre pas les chemins d'hiver. On les ouvre pas. Puis ça serait légal. Vous savez, il y a le maire de Québec qui a décidé une fois de ne pas ouvrir le côté des trottoirs d'un côté de rue. Personne ne peut le poursuivre. Parce qu'ils ont le pouvoir là. Sauf que c'est là, quand on parle de volonté politique, quand on parle d'un citoyen corporatif ou d'un citoyen civique qui a une responsabilité sociale, mais c'est là. Est-ce que la ville d'Amqui, est-ce que la MRC veulent justement appliquer leurs responsabilités, montrer l'exemple? C'est le premier citoyen corporatif dans une ville, c'est la ville. Puis elle doit, elle, montrer l'exemple aux citoyens. Donc, il y a d'autres villes qui ont déjà des législations à propos de ça. Absolument. Au Québec, on a plusieurs villes. Moi, je prends toujours l'exemple de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, qui est, pour une petite ville, qui est un leader dans ce domaine-là. Elle a un règlement municipal qui est absolument complet concernant l'euthanasie, concernant la stérilisation, concernant la vente d'animaux, concernant les refuges, concernant la possession d'animal. C'est que la ville d'Amqui pourrait aller référer comme exemple à cette ville-là. La ville de Prévost aussi. Il y a la ville de Bécomo, la ville de Sept-Îles. Tout le monde a des règlements municipaux là-dessus, des règlements municipaux complets qui, je pense, qui se sont inférés de la nouvelle loi provinciale. Parce qu'en lisant ces règlements municipaux-là, je m'aperçois que je lis un peu la loi sur le bien-être des animaux, la nouvelle loi québécoise. Okay. C'est parce que, puis ici à Amqui, moi, pour avoir discuté avec les gens de la ville, ils ont un intérêt à ça. Ouais. Sauf que il faut que l'intérêt-là, ça monte en haut. Focal au niveau des décideurs politiques. Les décideurs politiques, ce sont nos 6 ou 7 conseillers, là, avec le maire. Si là-dedans, à Amqui, comme je connais, on ne marche que par consensus et non par vote oui puis non, si le consensus n'est pas pour une réglementation sur le bien-être des animaux, il n'y en aura pas. Ça veut dire que chacun et chacune des membres du conseil doit avoir à l'esprit que à Amqui, il y a un problème sur la question des animaux, la question de la possession des animaux, et on doit agir. Nous allons maintenant rencontrer M. Pierre Damour, maire d'Amqui, pour connaître leur opinion et la façon dont ils vont réagir face à cette pétition. Monsieur Damour, il y a une pétition qui va être déposée à la ville d'Amqui. De quelle façon comptez-vous réagir à ça? Bien, d'abord, on va commencer par l'accueillir et puis je pense que dans la suite des choses, en prendre connaissance, voir aussi du côté de l'interne, là, qu'est-ce qu'on avait comme mécanisme d'accueil des animaux errants. C'est sûr que l'été dernier, on était interpellé par le MAPAC là, sur les infrastructures ou la façon qu'on avait d'accueillir ces animaux-là. C'est quoi cette façon? Bien, dans le fond, c'est qu'on avait un local, on avait un espace là, dans lequel on récupérait les animaux. On les amenait là pour s'assurer leur sécurité, les nourrir et on faisait affaire également avec une entreprise qui s'assurait justement
que ces animaux-là étaient traités correctement. On considérait, nous, que les installations qu'on avait étaient acceptables. C'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais on avait un environnement qui permettait de s'occuper de ces animaux-là errants. Maintenant, à partir du moment où on est interpellé par cette pétition-là dont on va prendre connaissance, donc c'est de l'accueillir et de voir comment, avec ce groupe de citoyens, citoyennes-là qui sont préoccupés par la façon dont on gère les animaux errants, comment on peut trouver des solutions communes qui vont permettre de répondre à cette préoccupation-là. Donc, vous êtes ouvert à réagir de façon efficace. Absolument. Dès l'été dernier, donc on est, faut pas penser qu'on est inactif, là. Le responsable d'urbanisme est à la recherche de solutions. Maintenant, il y a une responsabilité qui est citoyenne aussi, hein. Quand on décide d'adopter un animal domestique, ben on l'adopte pour la vie. Hein? Alors ça, il y a cet enjeu-là en termes de préoccupation, de stérilisation, etc., etc. Donc oui, on va accueillir, on va regarder, mais on va travailler avec ces gens-là pour trouver des solutions à cette problématique-là d'animaux errants. Imposer une réglementation, par exemple, dans les fermes, des choses comme ça, pour la stérilisation? Bien, il faut voir, là, est-ce que c'est par la réglementation qu'on va régler la problématique ou par de l'éducation, amener les gens à trouver des solutions à cette problématique-là. La réglementation, oui, peut être un élément, mais c'est pas toujours la solution. Donc, il faudra qu'on travaille avec ces citoyens-là, qui nous expriment des préoccupations, dans le fond, qui se sont amplifiées, je le dirais, là, avec la problématique au niveau de la façon dont on procédait jusqu'à l'été dernier. Est-ce que la Ville s'investit déjà présentement? Absolument. Là. Donc, à partir du moment où on a parlé de la problématique du lieu, il faut quand même dire que dès qu'on est interpellé pour un animal errant, que ce soit un chat ou un chien, on met cette information-là disponible via notre page Facebook. Et souvent, il y a des citoyens, des citoyennes qui viennent voir, bien, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est. Et souvent, l'animal qui était errant trouve preneur, donc il y a un propriétaire qui vient adopter. Donc ça, il faut quand même dire que ça répond bien actuellement. Lorsqu'on interpelle via notre page Facebook, notre site web, là, on a des citoyens, des citoyennes que ça l'interpelle et qui viennent récupérer cet animal-là. Donc c'est le meilleur scénario quant à nous, là. Donc faire la diffusion, puis s'assurer qu'on aura un citoyen, une citoyenne qui va décider d'adopter un nouvel animal domestique. Donc on a ça comme stratégie actuellement qui fonctionne relativement bien quand même, il faut le dire. Alors, on va suivre le dossier. Merci beaucoup. Merci, Mme Nathalie. Au plaisir.